Il est 9h30 ici à Paris, 7h30 à Bamako. À la une de votre journal, Édouard Dupénoit, la France annonce la mort du chef de l'État islamique au Grand Sahara. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, tué par une frappe de Barkhane. Il y a quelques semaines sur le territoire malien, annonce cette nuit du président français. Le Mali et ses discussions entre la transition et la société russe Wagner vers peut-être un déploiement de ces paramilitaires sur le terrain. Silence presque total à Bamako, un ancien ministre et opposant politique exige de la clarté. Troisième jour des concertations en Guinée. Aujourd'hui, rencontre à Conakry avec les acteurs miniers et les organisations patronales face à la junte militaire. Hier, les hauts gradés recevaient les diplomates et les représentants des diasporas. 75 ans, âge maximal pour être président ivoirien. La mesure était dans la Constitution. Elle n'y est plus. Un député aimerait bien l'y inscrire à nouveau. Et puis 4 coups de canon pour un premier match de Ligue des Champions. Marco Van Basten l'avait fait il y a 30 ans. Sébastien Haller égale ce record hier sur les pelouses lisboètes. Les faits en eux-mêmes remonteraient à la fin du mois d'août. L'annonce en a été publiée sobrement sur le compte Twitter du président français un peu avant 1h du matin. Une frappe de la force française Barkhane aurait donc tué, neutralisé selon le terme officiel, le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Lui dont les troupes avaient été désignées comme ennemi numéro 1 lors du sommet du G5 Sahel à Pau en janvier 2019. Serge Daniel, que sait-on des circonstances de sa mort ? Depuis le mois de juillet dernier, les taux se resserraient autour du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, confie une source de sécurité française. À cette période, 2 autres cadres du mouvement avaient déjà été tués, des documents saisis. C'est quasiment dans la même zone que Adnan Abou Walid al-Sahraoui sera à son tour tué fin août. Il venait, semble-t-il, de quitter les environs de la ville malienne de Ménaka pour la frontière nigérienne. L'opération menée par des militaires français a, d'après nos informations, également permis de neutraliser plusieurs autres combattants de l'organisation État islamique. Et si l'armée française a attendu plusieurs semaines avant de rendre publique l'information, c'est parce qu'il fallait bien vérifier que le chef du groupe tué était Abou Walid al-Sahraoui. Sa mort est un coup dur pour ces troupes qui opèrent dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina Faso et Niger. Coup dur, mais pas la fin des opérations djihadistes. Les combattants de l'État islamique sont de plus en plus formés en petits groupes autonomes. Et contrairement au second groupe djihadiste dirigé par Yadar Ali, qui fait du Mali sa base, l'État islamique étend ses tentacules au Niger et au Burkina Faso voisins afin de ne plus trop dépendre du Mali, où sont concentrées de nombreuses forces étrangères. Serge Daniel, Bamako, RFI. Annonce qui survient aussi alors que la France s'inquiète d'un possible partenariat entre Bamako et le groupe Wagner. Des paramilitaires russes dont la présence en territoire malien serait inconciliable avec la présence française, disait Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie hexagonale. Du côté des autorités de transition de Bamako, silence presque total. Autant à la présidence qu'au gouvernement, nul ne donne de précision sur les discussions en cours et sur les termes d'un éventuel accord. Silence que Husseini Amion Guindo juge préoccupant et difficilement justifiable. L'ancien ministre président du parti Codem avec David Baché. Jusque-là, il n'y a aucune information de la part du gouvernement. Alors nous souhaitons que notre gouvernement explique aux Maliens de quoi il s'agit exactement. C'est important parce que l'avenir du pays se joue à ce niveau. Et je ne souhaiterais pas que notre pays devienne un terrain d'affrontement entre puissances. Donc de raviver la guerre froide sur notre sol. C'est ce que je crains. Nous voulons juste qu'on nous dise de quoi il s'agit, comment ça doit se passer pour que les Maliens, en connaissance de cause, s'engagent ou ne s'engagent pas. Vous faites allusion aux missions qui seraient confiées au groupe Wagner, aux montants également qui sont évoqués dans la presse ? Il y a non seulement la mission, mais il y a aussi les moyens de la mission. Nous ne savons rien du tout. Il s'agit de ce qui engage l'avenir du Mali. Donc nous pensons que cela ne peut être géré à huis clos. Non, c'est pas normal. Surtout que c'est des autorités de transition. Si c'était des autorités élues, nous aurions pu comprendre. Mais c'est vraiment une transition. Et ça peut être lourd pour l'héritage d'une transition. Donc c'est important qu'on nous dise exactement de quoi il s'agit. La communauté ouest-africaine de la CEDEAO se réunit aujourd'hui à Accra pour parler essentiellement de la Guinée, des hypothétiques sanctions contre les putschistes et du sort d'Alpha Condé. En attendant, à Conakry, les militaires continuent leur rencontre qui vise à structurer la transition. Les acteurs miniers sont attendus aujourd'hui. Les présidents des organisations patronales suivront. Hier, c'était les diplomates et les organisations de Guinéens de l'étranger.
Ces diasporas, justement, comment vivent-elles ces événements des 10 derniers jours? Quels espoirs et quelle méfiance? Réaction cueillie à la sortie de l'aéroport par notre envoyé spécial Charlotte Hydrac. Il vient d'atterrir en provenance de Paris. Mohamed Diawara, ingénieur, 39 ans, est installé en France depuis 2008. Aujourd'hui, il se dit prêt à participer à la transition. J'aime mon pays, j'ai envie d'apporter l'expérience que j'ai acquise en France. Ce sont des nouvelles têtes, c'est ce qu'on cherche, afin que la diaspora puisse participer. Il y a des personnes très compétentes. Et pourquoi ils ne rentrent pas? Parce qu'on est confronté à des sérieux problèmes. C'est la corruption. Le CNRD a promis d'intégrer les Guinéens de l'étranger dans sa feuille de route. El Hadj Mamadi Cissé a passé une vingtaine d'années à New York. J'étais parti parce que je n'avais pas d'espoir en tant que jeune. Pour lui, le chef de la junte, le colonel Doumbouya, est ouvert à la diaspora. Il a été en France, il a été à Afghanistan, il a été en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe ailleurs, il a des éléments de comparaison très solides. Édouard Rabat, lui, est parti il y a 20 ans en Italie, puis aux États-Unis. Médiateur et élu local à Washington DC, il espère un nouveau départ pour son pays, mais reste prudent. Il y avait eu beaucoup d'espoir en 2008, en 2010, mais ça s'est soldé avec un désespoir. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, on pense qu'il y a encore une opportunité nouvelle et il faut espérer qu'ils vont cette fois-ci rester sur les rails. Comme lui, ils sont nombreux à affirmer vouloir rentrer définitivement en Guinée pour une nouvelle page, mais pas tout de suite. Nous attendons des garanties, je cite. Charlotte Hydrac, Conakry, RFI. Conakry et Ouagadougou, il est 7h37 au Burkina Faso. Des policiers encore sous le choc, mais renvoyés sur le terrain. Des syndicats dénoncent la réaffectation de certains collègues en service après un lourd traumatisme psychologique subi il y a 3 mois. Certains de ces agents du détachement de Fourbé dans la région du centre-nord présenteraient même des troubles du comportement après une attaque terroriste, d'où la colère syndicale. Il n'est bon pour personne, disent-ils, de renvoyer tout de suite ces agents sur le terrain. Yaya Boudani. Ces policiers étaient témoins de l'attaque du 21 juin dernier dans la région du Centre-Nord, attaque qui avait coûté la vie à 11 de leurs camarades. Le syndicat des fonctionnaires de police dénonce leur réaffectation alors qu'ils auraient encore besoin d'une assistance psychologique. Le commissaire principal Siyale Moussa Palm est le secrétaire général de l'Union Police Nationale. Nous avons approché la hiérarchie, en tout cas pour lui faire part du danger que nous encourions en redéployant ces éléments. Et avec cet état mental-là, nous pensons que ce n'est pas bon, ni pour eux, ni pour les autres camarades qui vont rejoindre, ni même les populations qu'ils ont le devoir de sécuriser. L'autre sujet qui rendait mécontents les fonctionnaires de police burkinabés, c'était la non-application d'une décision de justice demandant la réintégration de certains policiers précédemment licenciés. Après plusieurs rencontres, le ministère de la Sécurité annonce dans la soirée que ces policiers licenciés sont désormais autorisés à reprendre du service suite au quitus du président du Faso et du Premier ministre, et je cite, « dans le souci de la préservation d'un climat apaisé en attendant le dénouement final de la procédure judiciaire ». Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. L'un des correspondants de notre radio en République démocratique du Congo, brutalisé hier à l'occasion d'une manifestation de l'opposition. Radio France Internationale condamne fermement les violences policières subies par Patient Ligodi. Alors qu'il ne faisait qu'exercer son métier, il a été interpellé brutalement, embarqué dans un véhicule, écrasé sous le poids de 2 policiers, puis jeté hors de ce véhicule alors qu'il était en mouvement. RFI lui apporte tout son soutien. Le chef de la police de Kinshasa assure qu'une investigation va être menée et que des sanctions seront prises à l'encontre des responsables. Elle figurait dans la Constitution, elle en a disparu et elle pourrait y revenir. En Côte d'Ivoire, le retour du débat sur la limite d'âge pour devenir président. Un député indépendant annonce qu'il veut relancer la machine législative à ce sujet pour fixer le plafond à 75 ans. Aujourd'hui, quasiment 4 Ivoiriens sur 5 ont moins de 35 ans, mais c'est le même trio qui occupe le devant de la scène depuis 3 décennies, avec, et par ordre d'âge, Laurent Gbagbo, 76 ans, Alassane Ouattara, 79 et Henri Konan Bédié, 87 ans. L'élu qui lance cette idée de limite d'âge estime qu'elle peut rassembler un certain consensus politique, Pierre Pinto. C'est le député indépendant et maire de Tiasalé, Antoine Assalé-Tiemoko, qui a relancé le débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans ce court texte, il affirme qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Les députés sont majoritaires à vouloir ce changement, assure à RFI l'élu de Tiasalé, qui entend déposer ce projet avec
avec d'autres parlementaires indépendants, mais aussi issus des rangs de la majorité et de l'opposition. En annonçant cela plus de 7 mois à l'avance, Antoine Assalé Tiemoko espère que le débat aura ainsi le temps d'infuser. Il faut dire que restaurer la limite d'âge nécessite une modification de la Constitution votée par les 2/3 des parlementaires réunis en Congrès. Depuis plusieurs mois, au sommet de l'État, on envisage de fixer à nouveau un âge plafond. Pour autant, la question divise, même au sein des partis. Les adversaires de la limite d'âge estiment que ce n'est pas à une loi d'exclure des personnalités qui ont eu tour à tour les suffrages des Ivoiriens. Les partisans, eux, considèrent que leur mise à la retraite forcée provoquerait un renouvellement nécessaire de la classe politique. Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Le football, enfin le retour de la Ligue des Champions et la suite hier soir de la première journée de la phase de groupe. Pour les amateurs de grands spectacles, mieux valait détourner les yeux du Paris Saint-Germain hier et de son trio Messi, Neymar, Mbappé, match nul 1-1 face à Bruges. Festival de buts, en revanche, et forte impression sur la pelouse du Sporting Lisbonne où les visiteurs de l'Ajax Amsterdam ont infligé à leurs hôtes une défaite 5-1. 80% des réalisations hollandaises signées Sébastien Haller en très grande forme et sans aucune pression, Cédric de Oliveira. C'était le premier match de sa carrière en Ligue des Champions, mais Sébastien Haller ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu. À Lisbonne, face au Sporting Portugal, on n'a vu que lui, son mètre 90, ses grands compas et surtout son efficacité diabolique. En 9 minutes, il avait déjà trompé 2 fois la vigilance du gardien portugais, 4 fois après l'heure de jeu, pour signer donc un quadruplé pour son premier match de Ligue des Champions. Performance unique depuis la refonte de la compétition en 1992. C'est aussi une première pour un international africain. Sébastien Haller, né il y a 27 ans en région parisienne d'un père français et d'une mère ivoirienne, a rejoint les éléphants l'an dernier après avoir été convaincu par Patrice Baumel. Après 6 sélections, il a déjà inscrit 3 buts, dont un doublé la semaine dernière face au Cameroun. C'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. S'il maintient cette forme, il sera donc un atout pour la Côte d'Ivoire et l'Ajax Amsterdam. L'an dernier, le club néerlandais avait malencontreusement oublié de l'inscrire des joueurs disponibles en Coupe d'Europe. Heureusement pour l'Ajax, il va cette fois pouvoir profiter de son efficacité toute la saison. Cédric de Oliveira, il est 7h42 en temps universel.